Avant de vivre de mon art, je dévalais les escaliers de Montmartre pour aller trimer de 6 heures du soir au lever du jour à Pigalle. Sous un ciel de néon bariolé, cabaret et striptease attiraient le monde entier, qui venait respirer l'air des folles nuits parisiennes. Le Moulin Rouge, les Folies Bergères, chez Michou, le Mikado, Madame Arthur, étaient les établissements les plus réputés. Face au Moulin Rouge, place Blanche, existait un endroit atypique. Une sorte de taverne à l'ancienne, de guinguettes à Gégène et de boîte de nuit pour touristes encanaillés. Ce travail de nuit était harassant, je tenais à coups de café. Le spectacle permanent était dans la salle, ambiance assurée. Sans réservation, tout débutait vers 20 heures. Une première vague de noctambules venait dîner avant d'aller au spectacle. Ils étaient joyeux, bien habillés, cravatés et sentaient bon. Ensuite, vers minuit, à la sortie des représentations, on revoyait les mêmes, mais en plus décontractés et aux vêtements plus froissés. Vers 1 ou 2 heures du matin arrivaient les tapineuses, les mêmes que Toulouse-Lautrec a fréquentées dans le quartier. Elles avaient une petite faim et une grosse soif. Elles se mélangeaient aux musiciens qui avaient fini leur journée et venaient décompresser. Puis vers 4 ou 5 heures du matin, débarquaient les traînards et couche-tard, les authentiques nuitards, les travestis. Attachants et sympas, ils vivaient dans un tourbillon de fêtes permanentes et se nourrissaient autant de jeux de mots que de tourneaux Rossini. À cette époque, je me fournissais chez Terny. Son commerce était situé sur un passage entre la place Pigalle et la place Blanche. Les shops étaient bourrés de marchandises diverses accumulées depuis 3 générations, au moins, poussière comprise. Pour un artiste, cet endroit était un rêve. On y trouvait de tout, et si ce dont on avait besoin n'était pas visible, Terny, sans hésitation, soulevait et déplaçait ce qui était en surface pour laisser apparaître comme par magie ce qu'on attendait. Le vieux plancher en chêne craquait, et plusieurs enfilades de meubles bas au vernis écaillé menaient à la caisse du fond du magasin. Au passage, on sentait les odeurs de diluants, les huiles, les térébenthines solvants qui vous taquinaient les narines. Terny était aussi antique que sa boutique, sec, élancé, flottant dans une blouse grise rapiécée au coude et le béret vissé sur la tête, il connaissait tous ses articles. Tous les artistes de la butte Montmartre, graveurs, sculpteurs, peintres et professeurs, venaient se fournir chez Terny. Un jour, il me dit qu'il va cesser toute activité et va tout solder. J'y vais un matin, en espérant trouver quelques fournitures à bon prix, car mes moyens sont plus que limités. En farfouillant, je tombe sur une sorte de papier abrasif grand format. Le papier est fort, teinté gris-beige et encollé à la main. Intrigué, je lui demande à Terny ce que c'est. Ça, mon petit gars, c'est le support qu'utilisait le père Degas pour faire du pastel. On ne les réalisait que pour lui. J'étais bouche bée, les yeux écarquillés, regardant et pouvant toucher un papier fait pour le maître du pastel, Monsieur Edgar Degas. J'ai toujours une admiration sans borne et une fascination pour les pastels de ce peintre. Il avait effectivement habité à 2 pas, et n'était pas étonnant qu'il se soit approvisionné ici. Penser que le maître avait foulé ce plancher et fouillé dans ses étals me remplissait de joie. Pour moi, c'était un signe du destin. J'ai acheté les quelques feuilles qui restaient et je les ai toujours. Je les conserve comme des reliques et j'ai jamais osé les utiliser. Ah, Degas, quel extraordinaire voleur d'éternité! Tout est magnifique, tout est juste, pas de place pour le hasard, il n'y a rien acheté. Comment faire pour être à la hauteur de ce géant? Son ombre est immense, il est pourri de talent, de personnalité, d'intelligence. Quel exemple! La réponse me paraît évidente. Rester humble, travailler, progresser et ne jamais m'arrêter. Mes rêves sont plus forts que la réalité.